propose que le dernier orateur, Alexandre Carpentier, vienne nous exposer une autre facette de la création d'entreprise par le nouveau chirurgien. Merci beaucoup d'être venu. Je trouve que ça a été une bonne décision de dernière minute. Et j'aime bien le titre, c'est important, savoir créer son équipe. Monsieur le Président de séance, Monsieur le Secrétaire général, merci pour cette invitation. Je vais vous parler en quelques instants de la thématique sur laquelle je suis, c'est-à-dire l'ouverture de la barrière hémato-encéphalique par ultrasonage. Vous savez que le cerveau, les vaisseaux du cerveau sont particulièrement étanches, il ne laisse passer quasiment aucune drogue, et donc traiter les pathologies cérébrales, c'est très difficile. Par exemple, en neuro-oncologie, vous avez seulement que 2 molécules qui arrivent à pénétrer, et le reste ne pénètre pas du tout. C'est ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Elle est à la fois mécanique, elle est aussi métabolique, avec ce qu'on appelle des pompes et flux et des multi-drug resistant proteins. Certains laboratoires pharmaceutiques essaient de développer des molécules qui arrivent à tromper entre guillemets ces récepteurs. Ça marche généralement une fois, mais ensuite la voie de signalisation intracellulaire est bloquée, ce qui fait que leur deuxième passage, lors de la deuxième injection, est généralement beaucoup moins efficace que le premier. Et donc il y a eu des techniques multiples et variées qui ont été essayées pour pouvoir s'affranchir de cette barrière hémato-encéphalique sans malheureusement d'efficacité. Par contre, il y a une technique en 2001 qui associe des microbules de perfluorocarbone, c'est-à-dire des liposomes remplis de gaz, que l'on fait vibrer à l'intérieur des vaisseaux, et cette vibration mécanique, viscoélastique de ces bulles, à l'intérieur des vaisseaux du cerveau, crée une rupture de la barrière hémato-encéphalique transitoire. Donc 3 minutes d'ultrason suffisent pour entraîner une perméabilité de la barrière pendant les 6 heures qui suivent. Donc les ultrasons sont émis soit de l'extérieur du crâne, c'est la technique mise au point par les ingénieurs, et tout ça c'était un monde d'ingénieurs, je suis pas le premier médecin à rentrer dans ce monde-là, mais en posant quelques difficultés, puisque les ultrasons sont complètement absorbés par l'os crânien, 95% de l'énergie ultrasonore, et en plus comme l'os crânien est irrégulier, il défocalise les ondes qui ne sont plus donc convergentes. Donc c'est un problème physique qui est très difficile, mais qui va être résolu probablement, mais qui ne sera efficace que pour les pathologies au centre du cerveau. Tout ce qui est en superficie du cerveau, dans les 3-4 cm sous l'os, ne sera pas focalisable par les ultrasons focalisés externes. Et donc le chirurgien que je suis, qui opère les tumeurs cérébrales, s'est dit finalement, puisque les ultrasons sont absorbés par l'os, autant mettre des émetteurs dans l'os, dans l'épaisseur osseuse, comme ça il n'y aura plus d'os. Et on saura exactement quelle est la pression acoustique qui sera délivrée dans le cerveau. Et donc on a commencé par implanter les puces ultrasonores dans les trucs traitants que tous les chirurgiens font, soit pour faire une biopsie, soit pour faire une exérèse tumorale. On a développé cette sonde et on a lancé toute la recherche fondamentale sur les lapins, sur les chiens et puis sur les primates, sur une étude de safety, comme on dit. Et il faut que ça soit multimodalité, c'est-à-dire qu'on fait des PET, on fait des EEG, on fait des potentiels évoqués, on fait toutes sortes de tests à n'en plus finir, mais c'est la partie sympathique, c'est la recherche, et on adore ça. Voilà par exemple la puce qui est représentée ici, et vous avez une augmentation de la concentration de la drogue dans le cerveau jusqu'à 7 fois plus importante, grâce à l'émission d'ultrasons qui perméabilisent la barrière hémato-encéphalique temporairement. Temporairement, si c'était chronique, ça serait probablement dangereux pour le cerveau, mais le fait que ça soit temporaire prend service, et c'est par chance la même durée d'ouverture qu'une perfusion ou que le pic sanguin d'une perfusion de chimiothérapie, par exemple. Alors les souris avec des tumeurs cérébrales avaient des survies prolongées, bien évidemment, comme vous le voyez sur ce groupe-là. Et ça, c'est des souris qui ont des greffes de cellules tumorales humaines. Donc, on avait réussi à prouver, grâce aux études précliniques dans mon laboratoire, que c'était faisable, que c'était rapide à faire, que c'était efficace, que l'ouverture était temporaire, qu'elle était toute sécurité, qu'il n'y avait pas d'hémorragie, vite ou quoi que ce soit. Et donc, comme je m'occupe particulièrement des tumeurs cérébrales, je vais transférer ça à la clinique
Et c'était le but pensé depuis le début, notamment sur les glioblastomes, qui est, comme vous le savez, une maladie dramatique qui emporte les gens en 18 mois en moyenne. Et donc, il fallait monter une étude de phase 1, 2A sur implanter une puce lors d'un geste chirurgical. On faisait à la récidive, parce qu'il faut prendre les malades une fois qu'on a prouvé que le premier traitement efficace était un échappement. Et à chaque cure de chimiothérapie, on leur fera, une fois que la puce sera implantée, le malade, la peau est refermée sur la puce, rien ne sort, la puce reste en extramurale, le patient sort et au 10e jour, il revient pour sa première cure de chimiothérapie post-opératoire. Et c'est là que les challenges qui nous concernent moins, mais auxquels il faut être sensible, se présentent, parce qu'il faut produire ces puces, vous allez les implanter, donc il y a un certain nombre de règles. Il faut produire ces dispositifs, donc voilà les petites unités de production qu'on a mis en place, et puis il faut passer par la formation, l'unité de recherche clinique, comme vous savez, le comité scientifique indépendant, l'éthique, le dossier à la NSM, les circuits de tous les médicaments, de la puce, et avant de soumettre votre dossier à la NSM, eh ben, il y a un certain nombre de normes qu'il faut respecter, et c'est là que le bas blesse, entre guillemets, enfin c'est là où vous comprenez assez vite que la recherche, toute la recherche qu'on a fait jusqu'à maintenant coûte grosso modo 1 euro, mais la mise en place des puces, la production des puces et le respect de ces normes qui doivent être en plus vérifiées par des organismes extérieurs, par des entreprises certifiées extérieures, comme DERCA ou je ne sais pas comment ça s'appelle, et bien toutes ces normes, il y en a énormément, et ça coûte malheureusement très cher. Heureusement que ça existe, bien évidemment, mais ça coûte grosso modo 3 fois, toutes ces étapes m'ont coûté 3 fois le prix de la recherche en elle-même, fondamentale en elle-même, alors que j'ai fait beaucoup d'animaux. Donc, comme je vous disais, on opère la tumeur, il y a des trous de trépan, on va mettre des puces, alors souvent on le fait sous anesthésie générale parce que le patient est opéré. Si le patient n'a pas été opéré, on peut la mettre sous anesthésie locale. On est un peu rapide, on évalue l'ouverture de la barrière par une IRM que l'on fait juste après. On voit le gadolinium qui normalement ne rentre pas dans le cerveau, on le voit rentrer. Vous avez cette trace blanche ici, témoin de l'ouverture de la barrière hémato-encéphalique. On voit ici une autre trace blanche en vis-à-vis, vous voyez, de la puce qui est totalement IRM compatible. Et à chaque cure, comme je vous parlais des drogues tout à l'heure qui étaient tunées pour tromper leur monde, entre guillemets, et rentrer à travers la barrière hémato-encéphalique, que ces drogues malheureusement passent moins bien la deuxième, mais encore pas beaucoup moins la troisième fois. Là, c'est un agent mécanique, viscoélastique à l'intérieur même des vaisseaux, puisqu'on fait vibrer les bulles grâce aux ultrasons. Les ultrasons ont une puissance acoustique comme celle d'un échographe normal, donc absolument pas celle-ci. Vous voyez qu'au fur et à mesure des cures, l'ouverture de la barrière hémato-encéphalique est similaire. Et au bout de 10 cures, vous voyez qu'il n'y a pas sur cette séquence très sensible aux micro-hémorragies d'anomalies de signal dans le champ acoustique. Voici par exemple un patient, généralement quand ils sont inclus, ils sont aux alentours de 4 mois avant ou 4-5 mois avant de mourir maximum. Et on a quelques belles histoires de survie. Vous voyez ici un patient en pré-inclusion et puis au bout de 4 mois de traitement avec une diminution tumorale et une diminution de l'œdème en flair sur le séquencier. Voici une patiente qui a reçu des piqûres, donc qui prolonge beaucoup plus les... Il n'a pas eu de récidive avant 10 mois. Et il y en a 3-4 comme ça. On montre que non, c'est une image intéressante puisque quelquefois on dit ouvrir la barrière risque d'être dangereux, vous risquez d'avoir de l'œdème ou quoi que ce soit. Donc on voit ici à travers les mois qui passent que vous avez même une diminution de l'œdème qui correspond à une infiltration. Sur nos premiers résultats avec un seul émetteur, nous avons des survies qui sont déjà bien meilleures. Donc même chez l'homme, on a réussi, après avoir passé toutes les étapes réglementaires, à montrer que l'on était safe et que c'était a priori intéressant cliniquement pour le patient. Simplement, les patients récidivent quand même, et même s'ils récidivent plus tard, ils récidivent quand même, et on voit que la tumeur progresse dans des régions qui ne sont pas dans le champ acoustique. Par exemple, ici, vous avez un patient au début des sessions avec son champ acoustique qui était
représentée ici. L'œdème flaire et la tumeur n'a pas progressé dans le champ acoustique, par contre elle a progressé en avant du champ acoustique. Et donc il nous fallait augmenter le nombre d'émetteurs pour avoir un rayon d'action plus large, puisqu'on sait qu'on n'était pas toxique, on peut se permettre d'augmenter. Alors, puisque le topo était centré équipe, je vous ai cité un peu la chaîne des intervenants. Donc mon laboratoire au début, ensuite un laboratoire de neuro-oncologue avec lequel je travaille étroitement, puis un laboratoire de physique à l'INSERM à Lyon, avec lequel je suis très lié, et puis toute la partie brevet de l'assistance publique et de l'université. Ensuite, une fois qu'on avait fait toute cette pré-clinique, comme je vous ai montré, je vous ai montré toute la liste des réglementaires, des choses, marquage CE à régler. Donc tout ça, c'est réalisé par une équipe qu'on a donc montée, une petite start-up, qui est une équipe à la fois bio, une équipe tech, c'est-à-dire ultrason. C'était les ingénieurs qui me manquaient dans mon laboratoire académique. Et puis une équipe de production de matériel avec une petite salle blanche et tout ça. Et puis ensuite, c'est assez vertueux puisque après ça revient à l'académique, puisque c'est l'assistance publique qui va faire l'essai clinique, qui va faire la promotion de l'essai clinique. Et ça, je trouve que c'est vraiment très bien que ça puisse revenir, entre guillemets, au sein de l'assistance publique. Et maintenant, on en est dans l'étape, donc sous ça s'est terminé, on en est dans l'étape maintenant où on est en train de monter l'essai clinique aux États-Unis, ce qui est aussi très important. Donc voici, avec plusieurs émetteurs, ça devient un système assez compliqué, dans lequel il y a des multiplexages et des supraconducteurs pour être totalement IRM-compatibles. Et puis maintenant on s'attaque à toute la problématique FDA, c'est-à-dire tous les marquages qu'on a fait pour l'Europe, il va falloir le faire pour la FDA. On s'est mis une tâche assez difficile puisque c'est implantable, c'est actif, mais c'est aussi le cerveau, et c'est surtout en association avec une drogue, parce que le but c'est de faire mieux rentrer dans le cerveau une autre molécule. Donc on a tout, entre guillemets, la complexité, à la fois le medical device, la filière medical device, mais aussi la filière médicament. Et donc on est obligé de mêler les deux, donc ça fait deux dossiers pour un dispositif. Nous avons fini cette étape, ce qu'on appelle le SonoCloud, c'est le nom de la petite puce, c'est le nom de l'essai clinique. On est en train de le démarrer sur la maladie d'Alzheimer, puisqu'on s'est rendu compte qu'on arrivait à faire diminuer les plaques d'Alzheimer grâce à l'ouverture d'un BHE, grâce au fait que ça stimule les cellules microgliales, et donc ça permet un nettoyage entre guillemets des plaques amyloïdes et des dépôts de taux en intracellulaire. Nous sommes en train de lancer l'essai clinique à 9 émetteurs à l'international, et nous sommes en train de démarrer aussi un essai clinique sur les métastases cérébrales, et puis sur les tumeurs cérébrales de l'enfant. Donc, en gros, c'est ma diapositive de conclusion. Moi, la façon dont je vois les startups, c'est pas l'intérêt commercial ou l'intérêt managérial. Je pense que notre valeur est plus dans la science et dans la chirurgie. Par contre, ça permet de mettre en place un laboratoire, que c'est un vrai laboratoire, comme un laboratoire académique, mais de recherche et de développement. Et non pas du tout partir sur une entreprise commerciale, sinon, à mon avis, on se trompe de cible. Ça permet de responsabiliser le chercheur, avec lui donnant des impératifs de qualité et de rapidité. Ça permet d'accélérer la recherche par des financements extérieurs aussi, c'est-à-dire que vous avez des financements privés qui vous permettent d'embaucher plus facilement, avec notamment des personnes hors grille, entre guillemets, c'est-à-dire des ingénieurs ou des informaticiens ou quelqu'un qui va s'occuper spécifiquement de tout le réglementaire, ce que vous ne pouvez pas trouver et ce qui est normal dans les laboratoires académiques. Ça permet de professionnaliser bien la protection intellectuelle et technologique, être sûr que vous êtes béton au niveau brevet. Et puis ça permet de revenir et d'être sûr, grâce à la start-up, puisqu'elle est un peu sous votre égide, d'être sûr que vous dites, attendez, on va remettre l'essai clinique en promotion assistance publique pour valoriser l'académique, et ça permet surtout après de financer les essais cliniques internationaux, et c'est là que ça coûte particulièrement cher. Donc il faut toujours rester, à mon avis, très humble sur le fait que la probabilité d'une viabilité économique de ce que vous êtes en train de mettre en place est quand même statistiquement très faible, mais qu'en cas de succès, non seulement ça valorise les recherches, les brevets de l'académie, parce que tous les brevets appartiennent à l'assistance publique et à l'université,
Et puis potentiellement, ça peut apporter, vous pouvez apporter votre petite pierre à la compétitivité française. Merci beaucoup. Merci. Des questions? Très bel exemple d'idée originale d'innovation. Félicitations, je suis content de te retrouver ici. C'est très très bien. Alors, juste un point, parce que moi j'ai quand même appris ça, il faut quand même parler du marché. Alors, je crois que c'est vous qui en avez parlé. Il ne faut pas être négatif par rapport au marché, parce que c'est la seule façon d'avoir toute cette matière monétaire, c'est cet argent indispensable que tu as parfaitement décrit. Ça coûte très très cher. La recherche, ça coûte ce que ça coûte, c'est pas énorme, mais après, ça coûte très très cher. Il faut avoir cet argent, sinon on est perdu. Mais ça, c'est sûr que les discussions avec les fonds d'investissement, c'est très particulier. Et donc, pas dire que c'est pas rentable. Il faut jamais dire que c'est pas rentable. Non, mais bien sûr. Mais là, je vous dis mon intime conviction. Après, ce qu'on me raconte au fond, on est bien sûr tout à fait correct avec ça, mais il faut leur parler le discours qu'ils parlent. Ils sont là pour avoir un retour sur l'investissement. Et c'est pas anormal. Et c'est pas normal, c'est pas normal, ça on apprend ça. Non, mais ils ne peuvent pas non plus donner, c'est pas la charité. Donc c'est du donnant-donnant, nous on apporte énormément là-dedans, il faut bien en être conscient aussi. On n'est pas non plus, il ne faut pas se vendre à peu. On se vend cher, parce que c'est important. Et ils peuvent aussi gagner beaucoup d'argent. D'autres questions? Oui. Oui, je voulais juste rebondir sur ce point-là, par rapport à la question des schémas gagnant-gagnant, au travers des reversements de royalties qui revont à l'institution en grande partie et qui permettent ensuite de créer le cercle vertueux. Je crois que ça permet vraiment de réabonder ensuite de la recherche plus fondamentale et d'être dans un cercle vertueux. Et heureusement, l'institution française a commencé à comprendre que c'était important. Mais oui, de négocier les royalties. Et très longtemps aussi, avait prisé un peu des choses. Dans un cas très concret, c'est vrai qu'il y a 10 ans, 12 ans, 15 ans, je ne sais plus, j'ai navigué à contre-courant en disant mais il faut qu'on ait des royalties à partir de ça, qui sont entièrement reversées à la recherche, c'est un choix qu'on peut faire, mais du coup, quand ça marche, ça amène des sous qui sont très confortables pour aller innover sur d'autres points. Exactement. La difficulté, vous avez donc le device, le médicament, l'ANSM, maintenant la FDA. Est-ce que la FDA c'est plus difficile ou plus facile que la NSM? Non, c'est plus difficile. C'est très difficile parce que non seulement ils veulent plus de sécurité, donc je suis en train de refaire des expérimentations au laboratoire Montsouris, qui est le seul laboratoire FDA valide sur Paris, l'Institut Montsouris. Donc je vais refaire les cochons à Montsouris pour la FDA. Et en plus, ils ont un esprit de protectionnisme caché mais bien présent et que je comprends. Hein. Donc l'idéal, c'est d'y aller avec des fonds américains, c'est-à-dire avoir dans son capital quelques caisses américaines pour aider. Ma question n'était pas innocente, parce que souvent on entend en France c'est pas possible, ils sont trop emmerdants, la NSM c'est épouvantable. C'est pour ça que je posais la question, je crois que c'est pas vrai, la NSM n'est pas pire que les autres. Je vois où vous voulez venir. Non, écoutez, moi j'ai une très bonne relation avec la NSM. Moi aussi. Juste pour dire que le choix de l'organisme notifié est excessivement important parce qu'il y a des organismes notifiés, il y en a un par pays en Europe et ils ne sont pas tous reconnus aux États-Unis ou au Canada. Et donc, quand on a choisi le mauvais organisme notifié pour aller plus vite parce que c'est plus simple dans tel ou tel pays, qu'il faut refaire la même chose avec un organisme notifié agréé aux États-Unis, c'est exactement un temps perdu très très important et de l'argent. Je suis en train de développer cette technologie de perméabilisation des vaisseaux cérébraux à la moelle épinière et à l'œil. Les expérimentations, je les ferai directement dans un laboratoire qui est lié valide. Voilà. Parce que là, je reviens 7 ans en arrière. Alors, heureusement, c'est pas moi qui vais les faire en pratique, mais même c'est important de se former. D'autres questions?
Bien, merci beaucoup. C'est vraiment une très belle expérience. J'ai la lourde charge de conclure cette réunion. Il y a eu beaucoup de choses dites, alors c'est difficile de faire une synthèse. Moi, je vais retenir quelques points. D'abord, les jeunes nous ont dit qu'ils aimaient innover. C'est important, même si Daniel pense qu'ils sont dans du cocon. En tous les cas, ils manifestent cette intention d'innover. C'est bien, on voit qu'il y a quand même beaucoup de chirurgiens qui ont créé des entreprises sur des thématiques extrêmement diverses. Et ce qu'on apprend, au fond, c'est difficile, mais il y a des règles, comme toujours. Il suffit de respecter les règles. Elles sont dures. Mais si on respecte les règles, on y arrive. Voilà. Je crois que c'est un point important. Si vous voulez bien apprendre les règles, allez écouter le DU d'Alain César, parce que vraiment, alors, vous allez apprendre beaucoup de choses. Ce que je retiens aussi, c'est que l'académie peut être centrale. Alors, l'académie, elle a créé des prix d'innovation, voilà, déjà, qui sont distribués dans différents domaines. On commence aussi à distribuer des bourses pour effectuer des travaux. Là, cette année, c'est la première bourse, ça a été une lutte, mais on devrait y arriver. Et puis, moi, je crois qu'on doit tenir une sorte de compte des start-up, entreprises chirurgicales, essayer de les faire vivre ensemble. Et ce qu'on a fait pour la recherche aussi, c'est de quelques disciplines que viennent les gens, on essaie qu'ils se parlent entre eux, voilà. Et c'est vrai que ce côté interdisciplinaire est tout à fait essentiel. Et puis, pourquoi on n'organiserait pas une réunion un petit peu plus thématisée sur comment créer sa start-up, voilà. Moi, je crois que 2 ou 3 jours pour des jeunes chirurgiens qui ont envie de se lancer avec des exemples pratiques et tout, ça peut être utile. Et moi, probablement, c'est un des rôles de l'académie, c'est de réaliser ça. L'académie, elle doit toujours se pencher vers l'avenir plutôt que vers le passé. Voilà, et donc, je remercie tout le monde, les orateurs, ceux qui sont venus écouter jusqu'à la fin. C'était une très belle réunion, mais c'est un prélude à la suite. Merci à tous.